Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence nombreux pour cette nouvelle rencontre organisée dans le cadre de notre programmation estivale des éclaireurs de dialogue, pour laquelle j'ai le plaisir ce soir de recevoir Franck Zal. Alors bonsoir et merci beaucoup de votre venue à Dialogue. Bonsoir et merci pour votre invitation et pour cette organisation. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors vous êtes docteur en biologie marine et cofondateur et président-directeur général de la société de biotechnologie Emarina, qui a été créée à la suite d'une découverte que vous avez faite et qui révolutionne la chirurgie mondiale. Cette découverte, elle vient de nos plages bretonnes. Vous avez en effet travaillé sur l'Arénicola marina, le ver marin qui est à l'origine des tortillons de sable qu'on peut voir sur les plages à marée basse. Et vous vous êtes intéressé à ses impressionnantes capacités de survie en apnée. Et vous avez découvert que son hémoglobine fixe 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Vous en avez alors extrait une molécule oxygénante que vous avez nommée M101. Mais de la naissance de votre intérêt pour la biologie marine à cette découverte, puis de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, c'est un long et tortueux parcours que vous avez suivi et que vous nous racontez aujourd'hui dans un livre. Il est intitulé « Un trésor sous le sable » et il est paru en janvier aux éditions des Arènes. Et il narre cette épopée à la fois scientifique, humaine et entrepreneuriale. Alors ce chemin, on va l'explorer au cours de cette rencontre, mais avant cela, et pour saisir immédiatement les enjeux de cette découverte, je vous propose que nous commencions par un coup de téléphone que vous évoquez au début de votre livre. Nous sommes le dimanche 15 octobre 2017 à 22h30 et un numéro masqué s'affiche sur votre numéro de portable. Enfin, sur votre téléphone portable plutôt. C'est un appel qui va placer votre molécule au centre d'une première mondiale. Est-ce que vous pourriez nous le raconter ? Oui, bien sûr. En fait, ça, c'est vraiment un tournant ou quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. C'est en fait, voilà, on est en famille, on est à Morlaix, et donc je reçois un coup de téléphone d'une personne que je ne connaissais pas directement, qui était quelqu'un que, bien évidemment, je connaissais par sa profession, qui s'appelait le professeur Lantieri, qui s'appelle toujours le professeur Lantieri. Le professeur Lantieri m'appelle, et bonjour, professeur, et donc, je suis avec mon épouse et je lui dis non, mais c'est vraiment important, il y a quelqu'un qui m'appelle, parce que c'est vrai que depuis en fait, la création de la société, on n'a pas une journée pour nous, en fait, on travaille tout le temps, etc. Et donc, je lui dis c'est important. Et puis, il m'explique, et donc avec un ton extrêmement rapide. Et il me dit voilà, monsieur Zal, j'ai un problème, j'ai un cas, j'ai une personne qui est en urgence absolue. Il est à l'hôpital à Paris, donc dans mon service, l'hôpital européen Georges Pompidou, donc qui dépend de la PHP. Et il me dit en fait, voilà, donc je vais vous donner son nom, il s'appelle Jérôme Hamon. Je l'ai greffé il y a quelques années, donc d'une face. Alors vous voyez une face, alors on parle de face quand c'est un tissu qui est dans un liquide de conservation. Nous on a tous une figure, mais quand on retire la figure et qu'on le met dans un bocal, ça s'appelle une face et non une figure. Et donc il me dit voilà, donc chez un patient, j'ai dû le réopérer. Il a fait un rejet massif en fait de sa face que j'ai greffé il y a quelques années. Et on ne trouve pas de nouveaux donneurs en fait, à proximité de Paris intramuros. J'ai tout lu ce que vous avez fait en fait, d'un point de vue scientifique. Il me faut absolument votre molécule. Donc là, je suis abasourdi et je me dis, donc je réfléchis, ça va vite, etc. Il m'explique pourquoi il a besoin, parce qu'il doit aller chercher une greffe composite extrêmement loin. Et donc, bien évidemment, nous, notre molécule donne de l'oxygène, donc ça donne du temps en fait, de conserver des greffons, des tissus, etc. Et puis, alors je lui dis, non, professeur Lantieri, c'est pas possible. Moi, mon produit est en train de réaliser un essai clinique sur la transplantation de reins, mais j'ai jamais fait une transplantation de face, donc non. Et il me dit, écoutez, et puis en plus, je n'ai pas les autorisations réglementaires pour le faire. Et là, il me dit, écoutez, monsieur Zal, là, je m'en occupe, c'est mon problème. Est-ce que vous voulez aider Jérôme ? Sinon, il va mourir. Oui, bien sûr, on va aider Jérôme. Et donc, en fait, en un temps record, en fait, il a les autorisations. Et donc voilà, donc je lui envoie le produit et donc là on est au centre en fait d'une première mondiale. C'est la première fois qu'on faisait une double transplantation de face à un patient. Et donc voilà, et il m'appelle après, il me dit quelques mois après bien évidemment, et il me dit monsieur Zal, mais vous savez, ça a été un succès sur tous les plans. En fait, le visage, quand on l'a déconnecté du donneur et qu'on l'a préservé avec votre molécule, on l'a perfusé, on l'a mis dans un bocal, mais le tissu était vivant. Il était rose, il était vivant, etc. Et en fait, si on a réussi aujourd'hui à faire cette première mondiale, c'est grâce à votre technologie, donc la fameuse molécule du ver marin.
Ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, ça a fait le tour du monde. C'est-à-dire qu'en fait, cette molécule est partie. En fait, vous savez, quand on est scientifique, on publie nos articles dans des revues à comité de lecture. Et il a fait l'un des meilleurs journaux scientifiques qui s'appelle le Lancet. Et en fait, on a entendu partout. Donc, on a vu le professeur Lantieri sur toutes les chaînes de télé, sur CNN, parler dans toutes les langues, etc., etc. Et à partir de là, ça a fait tache d'huile parce que c'était impossible. Vous savez, en fait, en médecine, on parle souvent du premier, du pionnier. En chirurgie, il y a souvent des premiers, des pionniers. Et je dis toujours, moi, j'appelle le professeur Lantieri un éclaireur de la médecine. C'est-à-dire que vous avez tout type de médecins, vous avez tout type de professionnels dans différents métiers, mais il y a ceux qui suivent, qui vont prescrire, qui est connu, mais ils vont jamais aller en fait au niveau en fait de la découverte de nouveaux traitements. Parce que en fait, ça fait peur, et surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui s'appelle le monde du principe de précaution maximum, on fait rien. Parce que finalement, en fait, tout est géré par la réglementation. Et si quelqu'un sort des clous, il va se faire taper dessus. Donc, personne ne veut se faire taper dessus. Donc, en fait, finalement, on est dans l'immobilisme total. Pour continuer sur cette partie-là, est-ce que vous savez, par exemple, la greffe d'organes, qui est aujourd'hui en fait un véritable problème de santé publique. Quand j'ai créé Marina en 2007, il y avait 10 000 personnes sur liste d'attente. Aujourd'hui, on en est à 30 000 personnes sur liste d'attente. Alors certes, il manque des greffons, mais c'est pas ça. Aujourd'hui, on jette un greffon sur 2 par manque de technologie en fait, qui permet de les préserver. Mais quand je pense à la greffe d'organes aujourd'hui, quand je fais l'histoire et je retourne en arrière de la greffe d'organes, mais jamais, au grand jamais, avec la réglementation aujourd'hui, on aurait pu faire de la transplantation d'organes. Vous imaginez, on a commencé à faire de la greffe d'organes, on ne connaissait pas le même système HLA, on a greffé des reins de chèvre sur des patients. Vous imaginez aujourd'hui dire ça à la NSM, écoutez, je vais greffer, alors on fait de la xénotransplantation, mais on a pris au démarrage, dans toute l'histoire de la greffe, on a pris des reins sur des personnes guillotinées. Donc il y avait la peine de mort à cette époque-là, et on prenait les reins et on les greffait. Vous imaginez d'un point de vue éthique aujourd'hui, si vous dites ça, on va vous dire mais stop, c'est pas possible, etc. Sauf que toutes ces révolutions médicales sont passées par des parcours comme ça. C'est-à-dire qu'au démarrage, c'est ce qu'on appelle une innovation de rupture. Une innovation de rupture, ça n'existe pas. D'accord ? Vous avez tous en mémoire le téléphone qui était lié au mur avec un fil. Et maintenant, vous avez tous dans votre poche un téléphone portable. Mais c'est toujours un téléphone. Donc ça ne fait pas peur parce qu'on a un modèle. Sauf que nous, on a inventé le téléphone. C'est comme si on avait inventé le téléphone. Donc ça fait peur à tout le monde. Et comme, en fait, en France et dans la réglementation, on réagit par comparable, quand ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc vous voyez, alors que nous, on est en train de révolutionner la médecine, mais dans tous les domaines, et on pourra en parler le long dans tous les domaines, on peut aller dans tous les domaines, que ça soit de l'oncologie, de la transplantation, de la transfusion, de la cicatrisation, de la chirurgie plastique, et j'en passe. On peut aller partout, et on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. Mais on ne vous croit pas. Au démarrage, on ne vous croit pas. Et je cite toujours un philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Schopenhauer, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, en fait, une innovation de rupture, avant qu'elle émerge dans la société, ça met entre 15 et 20 ans. Vous avez dit, on perd 15 et 20 ans. Dans un premier temps, on vous dit, moi quand je suis allé voir la NSM en leur disant qu'on allait sauver des gens avec un busug, vous imaginez un busug, ils ne savaient même pas ce que c'était, un annelide ou la biologie marine. Ils m'ont dit, mais celui-là, il est dingue. C'est un dingue. Et donc, pendant quelques années, j'étais le food service qui allait sauver des gens avec un verre marin. Mais il est dingue, ce gars-là. Et après, donc, je me suis accroché. Et je dis toujours que on en parlait en fait en préambule, c'est que moi, j'étais dingue, ok, mais mon épouse, c'était l'épouse du dingue. Et mes enfants, c'était les enfants du dingue. Donc, en fait, tout ça, c'est dur. Donc, il faut vraiment un cadre familial extrêmement fort pour supporter tout ça. Donc, il y avait cette première partie, donc le dingue, 4-5 ans, donc il faut tenir déjà. Et puis après, il y a eu en fait la dangerosité. Mais il est toujours là, il va vraiment nous transfuser de l'hémoglobine de ver marin, mais on va tous s'enfoncer dans le sable parce qu'on va se transformer en ver marin. Et donc ça, c'est la réglementation, c'est dangereux, dangereux. Et maintenant, tout le monde me dit, mais j'y avais pensé avant toi que ça allait marcher. Et en fait, tout ce stade-là en fait, d'innovation de rupture qui passe par ces 3 phases, ça dure en fait entre 15 et 20 ans. Un autre exemple qui est extrêmement marquant en fait, sur ce chemin de l'innovation de rupture, la pénicilline. Donc on en parle dans le bouquin, la pénicilline.
Alors la pénicilline, ça a donné les antibiotiques. Et donc vous imaginez Fleming dans les années 20. Donc il tombe avec un problème de sandwich, de conservation de pain, et il s'aperçoit en fait que un champignon avait un peu stérilisé en fait son pain. Et puis il se dit j'ai un truc incroyable, j'ai un truc qui peut tuer des bactéries. On prend Fleming pour un dingue. Fleming, il est dingue. Et en fait, tout ça entre 1920 et dans les années 20 et 1945, il a fallu la Seconde Guerre mondiale, où là, il y avait un médecin sur un champ de bataille, avec un militaire qui a été blessé, qui avait la gangrène. Et en fait, Fleming savait qu'on pouvait tuer les bactéries. En fait, alors Fleming, ceux qui ont développé après Fleming, qu'on pouvait en fait sauver sa jambe. On était en période de guerre, donc là, vous oubliez un peu la réglementation. On a mis de la poudre de champignons de Fleming, on lui a sauvé la jambe. Mais on a perdu 25 ans avant de lui sauver la jambe. Les vaccins anti-Covid, à partir d'ARN messager, que vous avez entendu parler, on a entendu parler en boucle, 38 ans. Il a fallu 38 ans et le Covid pour qu'on se dise on va faire quelque chose avec l'ARN messager. Tout ça, pour moi, c'est absolument lamentable. C'est du temps perdu. On le sait, ça, parce que je vous le dis. Et il y a plein d'innovations de rupture qui passent par ces 3 phases. C'est ridicule, dangereux, évident. À la fin, c'est évident. Mais vous imaginez le temps perdu et le nombre de patients qu'on aurait pu sauver si quelqu'un, à un moment donné, sur le chemin du développement, avait dit « j'y vais, j'y crois, je teste ». Je peux me tromper, mais vous savez, se tromper, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, en fait, on pense qu'on est immortel. Vous savez, dans cette pièce, je suis désolé de vous dire, mais on va tous mourir dans cette pièce. Ça fait partie du chemin de la vie. Il faut l'accepter. Et le risque, l'échec, ça fait partie de notre vie. Sauf que si on dit on a peur de l'échec, ça tétanise en fait le positivisme. On n'y va pas. On arrête, on se bloque. Donc voilà. J'étais un peu long sur cette première question. Non, mais vous avez commencé parce que dans cette rencontre, on va voir comment vous en êtes arrivé là et à cette innovation. Et ça a été en effet un long chemin. Vous avez commencé à évoquer quelques traits de caractère qui vous ont permis d'aller au bout. Il y a évidemment la volonté, la persévérance, le doute aussi et l'acceptation on peut se tromper. Alors, ce parcours, il commence... pour commencer, peut-être qu'on peut parler de la façon dont vous vous êtes intéressé à la biologie marine. Vous le racontez dans le livre, donc vous venez d'un milieu modeste. Faire des études n'était pas du tout évident chez vous. Mais quand vous étiez enfant, vous aviez chez vous une télévision. Et vous regardiez l'émission du commandant Cousteau qui montrait les premières images du monde sous-marin et qui vous émerveillait absolument. Alors, est-ce que, pour commencer, dans ce parcours scientifique, ce rêve d'enfant, il a été le creuset Totalement, en fait. Et donc ça, c'est aussi des messages que je veux faire passer. Donc c'est vrai, moi je suis en fait, issu de l'immigration. Hein. Mon grand-père était polonais. Il est arrivé en fait dans les années 20 parce qu'on avait besoin de main d'œuvre c'était soit la mine, soit les champs. Et donc il s'est retrouvé en Seine-et-Marne, donc ouvrier agricole. Donc mon père en fait est de Seine-et-Marne. Donc il a grandi dans une famille en fait. Qui était issue de l'immigration polonaise. Ma maman vient de Tunisie, donc ils sont connus à Paris. Donc on était vraiment une famille extrêmement... Donc ils ont eu 5 enfants, on appelait ça des familles nombreuses. Et on a grandi dans un 2 pièces, à peine une 40aine de mètres carrés. Mais on avait bien sûr... Je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, donc on avait l'amour de nos parents. Mais par contre, on avait les moyens qui étaient les nôtres, en tout cas les moyens de mes parents. Et en fait, vous savez, dans les années 68, 69, c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et en fait, et puis l'apparition de la télé. Mais la télé, c'était un objet de luxe à l'époque. Et mes parents se saignent pour aller acheter une télé, donc une télé en noir et blanc. Je me souviens très bien où elle était posée sur un meuble en formica. Et vous vous souvenez, il y avait une petite porte en bois avec une clé pour pas que les enfants aillent ouvrir la télé. On savait où était la clé, donc on ouvrait. Et finalement, à la même époque, il y a eu en fait les premières images du monde sous-marin, le monde du silence. Et il y avait un monsieur qui m'a fasciné. Et donc vous allez voir, en fait, j'ai eu la chance de le rencontrer, qui s'appelle le commandant Cousteau. Alors bien évidemment, pour moi, j'étais gamin, je regardais cette télé et puis je voyais en fait qu'on était capable d'aller voir ce qu'il y avait en dessous de l'océan. Et l'océan, il faut quand même savoir que c'est 70% de la surface terrestre. Donc on ne savait rien. On n'avait même pas été sous l'eau, à part avec un tuba et un masque, mais on ne savait rien. Et en fait, il commence à inventer des scaphandres autonomes, il plonge et il fait les premières images. Moi, j'étais absorbé par ça. Je me suis dit, mais c'est
incroyable, juste avec une innovation, une bouteille, et je me dis, bon, une bouteille, c'est pas trop dur à faire. Comment ça se fait qu'on ne l'avait pas inventé avant? Et finalement, donc, il fait les premières images, et je me suis toujours dit, un jour, je ferai comme lui. Je deviendrai le commandant Cousteau. J'irai naviguer sur les océans. Je ferai de la biologie marine. Mais bien évidemment, de mon rêve d'enfant, j'en parlais à personne. Parce que personne ne pouvait croire que c'était possible. Voilà, donc chez moi, en fait, et encore une fois, il n'y a aucune arrogance de rien du tout dans ce que je vous raconte. Moi, les études, personne ne savait ce que c'était. En fait, personne chez moi avait le bac. Et vous savez, aujourd'hui, en fait, c'est ça qui est important. C'est quand on montre le chemin à un gamin, c'est beaucoup plus facile que quand on lui demande d'aller le trouver par lui-même. Et donc, moi, personne me donnait un modèle, me donné un modèle pour devenir, en fait, pour faire le bac pour moi. Mais vous imaginez, moi, le bac, c'était impossible. Et donc j'ai grandi dans ce monde-là et je me suis fait, en fait, par moi-même. J'ai compris le long du chemin ce qu'on attendait de moi. Par exemple, j'adorais la biologie, peut-être grâce en fait à la biologie marine. Et j'avais une prof en 5e, donc j'avais relativement des bonnes notes sur cette matière-là. Alors c'était peut-être la seule matière où j'avais des bonnes notes. Et puis un jour, j'ai eu un 0. Et un 0, mais vraiment 0. Et puis alors, je me suis dit, c'est pas possible. Et elle me dit, non, toutes vos réponses sont vraies, mais c'est en dehors de vos connaissances. Je dis, ah ok. Donc là, tout est bon, mais c'est en dehors de mes connaissances. Donc ça veut dire que pour être un bon élève, il faut être un bon perroquet et répéter tout ce que dit le prof. Et une fois que j'avais compris ça, bon, c'était une case que j'avais cochée. Donc je savais comment répondre. Je trouvais ça tellement bloquant et restricteur en fait, de penser comme ça, qu'on n'avait pas le droit d'apporter de l'information qu'on avait trouvée de l'autre côté et pas forcément à l'école. Mais j'ai appris toutes ces règles au fur et à mesure en fait, que j'ai grandi dans cette école primaire. Et j'ai beaucoup souffert en fait. J'ai beaucoup souffert en fait, dans mes études. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. En fait, je trouvais que c'était débile en fait, d'apprendre des trucs par cœur comme ça. J'étais vraiment pas très très bon. Mais c'était parce que je n'étais pas dans ce moule. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, donc, je me suis orienté avec pas mal de choses. Et on en parlera peut-être, mais j'ai rencontré en fait, un jour le commandant Cousteau. Donc je me suis donné les moyens d'aller voir mon Dieu, à moi, c'était le commandant Cousteau, dans une conférence en fait, qu'il donnait à l'Institut océanographique à Paris, rue Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent. Et donc il présentait un film sur le Danube. Je me suis dit, là c'est ma chance. Une chance, on n'aura pas deux. Donc je me suis retrouvé dans une conférence, en fait, dans un amphithéâtre magnifique. Et en fait, je m'assois, en fait, c'était blindé de monde. Je m'assois en fait, dans cet amphi et je vois rentrer mon Dieu par la porte, donc avec sa veste bleue, son petit col blanc. En vrai, pas en noir et blanc, en vrai et en couleur. Et donc je l'écoute, bien sûr. Et puis à la fin, je prends ma chance et je dis, écoute, maintenant, t'en auras pas deux comme ça, va lui parler. Et donc, impressionné, personne n'osait l'approcher. Et je vais le voir et je lui dis une simple question. Commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Et il me dit, en fait, donc bien sûr un petit sourire, mais il me dit, écoutez, jeune homme, vous êtes à Paris, il y a une université derrière, alors ça s'appelait Pierre et Marie Curie, maintenant ça s'appelle Sorbonne Université. Si vous êtes bon, vous ferez une thèse de recherche, et puis peut-être que vous partirez en postdoc, et puis peut-être que vous ferez, en fait, vous naviguerez sur les océans, comme je l'ai fait, peut-être que vous plongerez dans les abysses, peut-être que vous rentrerez au CNRS, et puis que vous ferez une carrière d'océanographe et de biologiste marin. Ok, il y avait beaucoup de peut-être, mais j'ai commencé en fait à avoir mon chemin, à écrire mon chemin. Et c'était vachement... Une fois qu'il m'avait dit ça, tout était facile. Donc j'avais sur mon truc, il faut que tu fasses une thèse, il faut que tu partes en postdoc, il faut que tu fasses ça. Et j'ai tout fait. Donc j'ai fait une thèse, je suis sorti major de Promuro. Une fois qu'il m'avait fait ça, je suis devenu major de tout, parce que j'avais qu'un seul but, c'est de devenir biologiste marin. Ça, je devais avoir 15 ans, 14, 15 ans en fait. Et donc là, c'est en effet une des premières rencontres fondatrices de votre parcours. Il y en aura d'autres par la suite. Je pense notamment à André Tout-le-Monde qui a été votre mentor. Et puis, il y a eu cet objectif, ce but, cette persévérance. De la persévérance, il en fallait notamment pour réussir à embarquer dans une mission océanographique de recherche sur les sources hydrothermales profondes de l'océan Pacifique alors que vous étiez encore en plein service militaire.
C'est au cours de cette mission que vous commencez à étudier les vers marins, mais à ce moment-là, votre sujet d'étude, ce sont les vers géants des abysses. Et c'est seulement quelques années plus tard que vous viendra l'idée de vous intéresser aux vers situés juste à côté de chez vous, sur les plages. Alors, comment c'est venu? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit les vers qui peuvent m'intéresser sont en fait juste à côté de moi? Et en quoi est-ce qu'ils étaient encore plus intéressants? Oui, c'est vrai. En fait, donc, en suivant la feuille de route du commandant Cousteau, j'ai eu la chance en fait, d'embarquer. En fait, ma première mission, j'étais encore étudiant, j'étais au service militaire. Donc j'ai embarqué sur une mission océanographique. Alors, j'étais nul en anglais, il fallait que j'aille aux États-Unis embarquer pendant un mois avec que des Américains que je voyais dans les publications scientifiques et je baragouinais un peu anglais, etc. etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est le hasard. Donc j'ai un peu orienté le hasard en répondant à une annonce que j'ai vue en fait, sur un panneau dans un couloir de l'université Jussieu. Et donc j'ai orienté, donc je suis allé en fait plonger dans les abysses. Donc j'avais coché la case mission océanographique, plonger dans les abysses à 4800 mètres de fond. Et donc, j'étais pas fier quand je suis monté la première fois dans le sous-marin. Et en fait, je travaillais sur des vers géants qu'on appelle les vers des sources hydrothermales. On l'appelle Riftia Pachyptila. Alors, après, j'ai eu beaucoup de collègues qui sont pas très loin d'ici, qui sont à Plouzané, à l'Ifremer, où j'ai fait pas mal de campagnes avec eux. Et puis, en fait, donc, je travaillais sur les bateaux, je montais un laboratoire sur les bateaux. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la physiologie. Donc, la physiologie, c'est de travailler sur le vivant. Et donc, je travaillais sur le vivant quand j'étais à bord des bateaux. Mais quand j'étais au large des Galapagos et qu'il fallait que je revienne en Bretagne, il fallait que je congèle mes animaux. Et donc je congelais les animaux à bord dans de l'azote liquide. Je les renvoyais en fait à Roscoff. Et puis, quand j'étais à Roscoff, je travaillais sur des tissus congelés. Donc, je travaillais plus sur le vivant. Donc, au lieu de faire de la physiologie, je faisais de la biochimie. Ça me plaisait pas trop parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les adaptations en fait, évolutives des organismes marins et notamment des vers marins. Et je vous expliquerai pourquoi. Et donc, pourquoi les vers marins? Pas tout simplement, je ne sais pas si vous savez, mais notre berceau à nous, c'est l'océan. La vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. 3,8 milliards d'années. On est resté océanique pendant 3,5 milliards d'années. Donc, toute notre histoire est dans les océans. On est juste sorti des océans il y a 500 millions d'années. Les premiers organismes qui sont sortis de l'océan, ce sont les vers, les annélides. Alors, quand on parle de vers, quand je dis qu'est-ce que c'est qu'un ver, les gens ils me disent un ver, c'est un ver, hein, c'est ce qu'il y a dans ton jardin, etc. En fait, non, un ver n'est pas un ver. Un ver, c'est un annélide. Il y a 10 000 espèces de vers. Donc, un ver n'est pas égal à un autre ver. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était de comprendre la sortie de l'océan. Comment on est sorti de l'océan, en fait, comment on a pu s'adapter en fait dans un milieu aquatique où en fait on respirait de l'oxygène dissous, et comment on s'est adapté à respirer de l'oxygène gazeux. Et donc à Roscoff, avec ma frustration en fait de plus travailler sur des vers vivants, il y avait quelque chose qui était sous mes fenêtres à Roscoff. Pour ceux qui connaissent, il y a en face la Berre et l'île de Bas. Et bien évidemment, il y avait ces petits tortillons sur les plages. Je savais qu'il y avait un ver qui s'appelait Arenicola marina qui était en dessous. Et la question que je me suis posée, mais je peux vous dire qu'il n'intéressait absolument personne. C'était, lui, il sait respirer dans l'eau et dans l'air. Moi, je ne sais pas. Donc la question, c'est comment il fait pour respirer dans l'eau et dans l'air. Et quand j'en parlais en fait en famille, etc., les gens me disaient mais t'en as rien, les gens du CNRS n'ont pas autre chose à faire que s'intéresser comment on respire. Et puis ce ver, tout le monde s'en moque. Ah, c'est le ver que les pêcheurs prennent pour aller à la pêche à la palangre et puis pêcher le bar. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et donc la question au démarrage, c'était comment un ver respire entre la marée haute et la marée basse, qui m'a conduit en fait à faire cette découverte, puisque pour moi, en fait, la respiration, et c'est ce qui nous... Vous savez, dans cette pièce, en fait, il y a un dénominateur commun, c'est que vous avez tous du sang. On a tous du sang. Notre différence, probablement, c'est notre typage sanguin. ABO, résus positif ou négatif. Alors ça, c'est pour faire simple, hein. Il y a plus de 350 groupes sanguins différents. Et donc, pour répondre à la question comment ça marche, comment le ver est capable de respirer entre la marée haute et la marée basse, moi, en fait, dans ma logique à moi, c'était normal que d'aller voir le système respiratoire du ver, et notamment le transport d'oxygène. Parce que, en fait, c'est hyper important. Là, vous êtes dans une pièce, c'est super sympa, il y a une atmosphère autour de vous, mais vous respirez cet air. Vous respirez cet air qui va aller dans vos poumons.
Mais derrière les poumons, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un système de vascularisation, de système vasculaire. Et en fait, il y a une protéine qui est clé en fait, dans la vie, c'est vos hémoglobines. L'hémoglobine, en fait, ça va être un transporteur d'oxygène. Et il y a un lien direct entre cette pièce, aujourd'hui, là, et votre physiologie à vous. Vous allez respirer cet air avec de l'oxygène, vous allez le mettre en fait dans votre organisme. Et donc moi je me suis focalisé sur le sang de cet animal et j'ai trouvé la molécule qui fait une révolution, qui est une véritable révolution médicale dans le monde entier aujourd'hui. Mais vous avez vu avec une question qu'on me disait mais c'est débile. Pourquoi tu t'intéresses à la respiration d'un ver marin ? Ça sert à quoi ? Mais comme les Fleming, qui s'est intéressé à la poudre de son champignon. Et il y a un dénominateur commun entre tout ça, c'est des produits naturels. Vous voyez, c'est des produits naturels. Et pour moi, la nature, la nature, c'est une bibliothèque d'innovation. Nous, on n'est rien. Alors, on pense qu'on est important. On peut être président de la République, député, maire de Brest. Mais même si on est ça, on n'a que 300 000 ans. On n'est qu'un sapiens. On n'est qu'un homo sapiens, 300 000 ans. Le ver, il a 450 millions d'années. 450 millions d'années, 300 000 ans pour un sapiens et un mandat électoral, 5 ans. Donc on veut en 5 ans révolutionner le monde, mais on n'est que dalle. Donc en fait, moi, ma vision du monde, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est comment on en est arrivé là, etc. Et ça, c'est ce qui drive en fait ma motivation d'aller de l'avant. Et quand j'ai essayé de répondre à cette question, comment ça marche, j'ai trouvé cette molécule. Et en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé chez ce ver marin ? L'ancêtre de vos globules rouges. L'ancêtre de nos globules rouges, qui était une hémoglobine qui n'était pas encapsulée dans un globule rouge, qui fait du Arénicola marina un donneur de sang universel. Donc une véritable révolution, parce que, juste, je ne sais pas s'il y en a qui donnent votre sang dans cette pièce, mais aujourd'hui, il manque 100 millions de litres de sang dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 100 millions de litres de sang tous les ans. Et donc là, on a un petit ver qui est capable de pallier en fait, à ce manque de sang. Et quand j'ai trouvé ça, encore une fois, je me suis créé des problèmes. Parce que je me suis fait convoquer à Paris dans un club savant qui s'appelait le Club du Globule Rouge. Et donc, en fait, moi, j'avais trouvé un truc qui n'était pas dans un globule rouge, qui était extracellulaire. Donc, je me retrouve, en fait, un samedi matin dans un amphi à Paris, dans un hôpital qui n'était pas du tout mon domaine. Hein. Donc, moi, je sortais de mon labo à Roscoff, où j'allais chercher mes verres avec ma fourche, mes bottes et mon seau sur la plage, dans un environnement de médecins. Et puis, en fait, je vais à Paris, je me retrouve dans un amphi. Et puis, alors tout le monde rigole. Ah, c'est toi qui vas nous parler du ver marin, du buzuc, là, mais tu vas nous parler de quoi, là ? Parce que nous, on est des médecins, on est le club du globule rouge, on est des grands hématologues. Donc, tout le monde ricanait. Et puis, je descends en bas de l'amphi, je fais ma présentation sur ce que j'avais trouvé, puis je sens que les ricanements s'atténuent. Et à la fin, ils me disent, ils viennent me voir. Donc, il y a un tas de médecins qui viennent me voir en disant « Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Nous, on est les spécialistes du globule rouge. Vous n'avez pas trouvé ça dans un ver marin ?» Et moi, en fait, naïvement, je dis « Si, et puis en plus, il y en a plein sur les plages de la Bretagne. » Et donc, voilà, donc ça commence comme ça. Et puis, je me suis toujours dit, en fait, dans cette réunion de médecins, c'est soit ils m'avaient invité, en fait, pour animer le congrès de médecins. C'était un samedi, c'était sympa, on allait parler de l'océan et de la mer. Soit ils m'avaient invité comme un con dans un dîner de cons. Et je retourne en fait à Roscoff et là je suis dans mon laboratoire de recherche fondamentale, donc on en parlera probablement. Et là je dis en fait c'est vachement bien là, on a trouvé, alors juste pour la petite histoire, le ver il respire uniquement quand il est sous l'eau. Donc il charge ses molécules d'hémoglobine quand il était sous l'eau. Donc en fait c'est un peu la bouteille d'oxygène du ver marin. Il arrête de respirer quand il est à marée basse. Et en fait il arrête de respirer pendant 6 heures. Donc en fait, le ver marin, c'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures. Et je dis toujours, l'humain, Guillaume Néry, c'est juste 11 minutes. Lui, c'est 6 heures. Et donc là, je retourne dans mon laboratoire CNRS et je leur dis, écoutez, c'est vachement bien, on a fait avancer la science, la connaissance. On sait maintenant que le ver, il arrête de respirer pendant 6 heures. Mais il y a des médecins là-bas qui disent qu'on peut sauver des vies. Et là, on me dit, ah non. T'as pas compris, toi, tu es un chercheur, tu fais de la recherche fondamentale. Tu fais avancer la science. Tu ne fais pas avancer le business des médecins. Bon, et tu vas finir ta thèse. En bon élève, j'arrête, je mets ça dans ma tête. Je pense qu'on m'a planté la graine de la frustration qui m'a conduit quelques années plus tard à créer Marina.
Et oui, en effet, c'est un des sujets aussi du livre, ces deux mondes différents que sont la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et c'est très compliqué ou très peu accepté de passer de l'un à l'autre. Cette conférence a semé une graine dans votre esprit. Mais vous continuez votre chemin pour devenir chercheur au CNRS. C'est en 1999 que vous rejoignez la station biologique de Roscoff. Et puis, à l'aube des années 2000, se met aussi en place cette grande aventure avec la molécule M101. Donc, à ce moment-là, vous menez ces deux vies. D'un côté, la recherche fondamentale, de l'autre, la recherche appliquée. Et vous écrivez alors « Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend et des obstacles bientôt dressés sur ma route. Pour l'heure, je m'imagine m'engager dans un marathon, alors qu'il s'agira plutôt d'un triathlon de type Ironman, doublé d'un combat de catch. » C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait cette aventure, quand je me suis lancé dans la création des marinas, je pensais que juste dire de sauver des vies, ça allait m'ouvrir toutes les portes. Je sais pas, c'est quelque chose d'humaniste, en fait, de dire on veut tous sauver quelqu'un, aider quelqu'un. Et je me suis dit, je veux sauver des vies, donc ça va être facile. Mais là, c'est pas possible. Je me suis retrouvé. Alors, c'est pas un mur, c'était un bunker fermé où j'étais enfermé dedans parce que c'était impossible d'avancer. C'est-à-dire que déjà, alors je pense que ça évolue, mais en fait, dans les années, quand j'ai commencé à penser à la création d'entreprises, il y avait deux mondes. Bon, il y a toujours deux mondes, mais c'est un peu plus ouvert. Il y a le monde de la recherche fondamentale où là, on fait avancer la connaissance, ça se termine par une publication scientifique, on va faire des congrès dans les grands congrès internationaux, on parle à nos pairs. Dans les journaux, en fait, il n'y a que ceux qui comprennent ce qu'on écrit, qui sont capables de juger si c'est bon ou c'est mauvais. Donc ça, c'est la science. C'est la science. La science uniquement pour la connaissance. Et puis vous avez de l'autre côté, alors je dis toujours de l'autre côté du mur de Berlin, en fait, de la recherche appliquée qui va trouver une innovation et va en faire un produit. Un produit, et bien évidemment, quand on en est là, c'est pour le vendre. Donc, on fait un produit, ça coûte de l'argent, donc il y a un aspect économique. On n'est plus juste sur la publication scientifique. C'est grave, c'est pas grave, j'en sais rien, mais le monde fonctionne comme ça. Et donc je passe de l'autre côté du mur de Berlin, que j'essaye depuis 17 ans de casser. Alors, il est tombé, mais en fait, il y a des brèches, ça avance, mais c'est quand même dur. Et puis, donc, je tombe de l'autre côté, et là, c'est vraiment l'enfer. C'est l'enfer de tout, c'est l'enfer de la création d'entreprise. Alors, je ne dis pas ça pour pas que vous y alliez. Je vois qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans la création d'entreprise. Allez-y, il faut créer vos entreprises, etc. Mais c'est vrai que c'est que je partais juste d'un sentiment que vouloir juste faire du bien à l'homme ou à la femme ou l'homme avec un grand H, c'était facile. C'était facile, on allait vous ouvrir la porte. Pas du tout, parce que je me retrouve dans un monde de requins, un monde d'argent, un monde en fait que je ne connaissais pas. Et donc je me dis, ah ouais, quand même. Donc il va falloir que tu t'accroches parce que c'est pas aussi simple que ça. Et donc voilà, donc c'est un peu la grande aventure, mais j'apprends sur ce chemin. J'aime ce que je fais. Je me souviens en fait d'un investisseur qui s'appelle Patrick Franchet qui m'a aidé en fait à créer Marina, avec qui j'étais tout à l'heure. Il tape à la porte de mon bureau en fait à un moment donné. Il me dit non. Donc en fait c'était en 2007. Il me dit écoute, on a entendu que tu voulais sauver des vies. Ouais, oui, je veux sauver des vies. Il me dit on va t'aider. Je dis vous allez vraiment m'aider. Il me dit mais je lui dis tu sais j'y connais rien en création d'entreprise. Il me dit, tu sais, tu n'es pas plus con qu'un autre, tu as fait un bac plus 11, tu vas apprendre ce que c'est la finance. Et donc c'est vrai, c'est que j'apprends sur le terrain à gérer une entreprise, à ce qu'un compte de résultat, un bilan, etc. etc. Et je m'épanouis là-dedans. Et à côté de ça, il y a des financeurs qui disent « Ah non, un chercheur ne peut pas créer une boîte. Il faut avoir un MBA pour créer une boîte. » Ok, je n'ai pas de MBA. J'ai créé ma boîte. Puis à un moment donné, je dis « Je vais leur montrer. » Et je fais un MBA. Et j'ai un MBA. Et donc, ça ne me sert à rien. Hein. C'est juste pour leur montrer en fait, que ce n'était pas parce qu'on est chercheur qu'on n'est pas capable de créer une boîte. Et Marina, c'est une société de biotechnologie, et donc c'est un modèle économique particulier, parce que durant toute la phase de développement, il n'y a aucun chiffre d'affaires généré. Donc il s'agit de procéder à des levées de fonds régulières. Vous la créez en 2007. 2007, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, donc ce n'est pas le moment idéal. Donc vous racontez vos difficultés, vous évoquez plusieurs personnes, dont Patrick Franchet, qui vous ont fait confiance et qui vous ont permis d'avancer sur ce chemin. Et puis un jour, il y a aussi un déclic qui va tout changer grâce à un investisseur qui vous dit, avec votre projet de substitut sanguin, vous voulez essayer de gravir l'Everest sans faire de palier.
Oui, c'est exactement ça. C'est que, en fait, ce que je vais vous dire, ça va vous paraître une évidence maintenant. Mais quand on a la tête dans le guidon, moi, je voyais absolument rien. Donc, et vous allez voir, c'est assez marquant. C'est-à-dire que moi, je travaillais sur le sang du ver marin. D'accord ? C'était du sang. Donc, c'était du sang. Donc, ce que je voulais faire, c'était tout ce qui était lié au sang. C'était par analogie. Et vous voyez, c'est un peu l'histoire des innovations de rupture ou des innovations incrémentales. C'était rouge, c'était de l'hémoglobine, c'était du sang. Donc, moi, je voulais remplacer le sang par cette molécule. Et je me suis aperçu très vite, alors 2007, pour ceux qui se souviennent, crise des subprimes, donc toute l'économie mondiale se casse la figure. Vous vous souvenez, il y a un certain breton qui s'appelle Kerviel qui fait partir 4,5 milliards de la, sécurité, de la Société Générale. Bon, tout ça, on est dans ce monde-là où c'est difficilement d'accès. Je crée la société en 2007, donc mes petits copains du CNRS me disent de toute façon il va se planter, il va revenir parce que c'est pas possible, on va pas créer ça. Et puis 2007, il y a aussi une élection présidentielle. Un président est élu et peu importe son nom, mais en fait il crée une loi qui est la loi TEPA. Travail, emploi, pouvoir d'achat. C'est quoi cette loi ? C'est une loi qui dit ok, vous êtes susceptible de payer l'ISF au lieu d'envoyer votre chèque à Bercy. On vous donne le droit d'investir sur des sociétés à risque sur vos territoires. Les premiers, on appelle ça des business angels, le premier réseau de business angels qui est créé, c'est dans le Finistère. Et vous savez comment il s'appelle ? Les Finistère Angels. Et donc, en fait, c'est eux qui nous ont sauvés, qui nous ont permis de faire les premiers investissements en fait, dans cette société. Et puis après, j'ai rencontré en fait énormément en fait de gens qui étaient complètement en fait, pour moi en fait, qui étaient complètement à côté de la plaque. À un moment donné, j'en parle dans mon livre. Je me retrouve en fait à Paris, puis je reviendrai en fait sur l'histoire du substitut sanguin. Mais je me retrouve en fait une fois parce qu'il fallait lever de l'argent. Je savais qu'il fallait lever de l'argent, et on parle pas de dizaines de milliers d'euros, on parle de millions d'euros. 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 10 millions d'euros, ça fait peur. Et donc, et puis vous avez rien. Et donc vous dites, mais comment je vais lever tant d'argent alors que moi, j'ai rien ? Et donc vous tapez à la porte. Donc il y a aussi des investisseurs qui s'appellent des venture capital. En fait, c'est des personnes qui vont mettre beaucoup d'argent. Ils vont vous prendre votre société à côté quand ils vont vous mettre plein d'argent. Et puis ils vont en fait donc mettre de l'argent risqué. Ils vont vous demander, ils vont vous écraser comme vous pouvez pas imaginer. Et puis peut-être qu'ils gagneront une fois possible. Et donc un jour je sors de ma Bretagne, de ma station biologique de Roscoff. Je me retrouve en fait à rue Matignon, en fait, vous voyez, dans les beaux quartiers à Paris. Je connaissais que dalle là-dedans. Et puis je me retrouve dans un bâtiment, mais vous rentrez là-dedans, il y avait du marbre, des poignées qui étaient quasiment de l'or, avec tous des posters de personnes en costume cravate, etc., gris, machin. Et puis je me retrouve là-dedans. Et puis, en fait, moi, comme un bon élève, je vais leur présenter mon histoire de ver marin, donc voilà, la science, etc. Et puis, donc ils étaient tous en costume cravate, et moi, j'étais habillé comme ça. Et puis, en fait, donc ils me disent, Monsieur Zal, c'est quoi la valorisation de votre boîte ? Ils me parlent de quoi ? Donc, ils veulent quoi ? C'est quoi la valorisation de votre boîte ? Voilà, vous venez voir des venture capital. Donc, c'est quoi la valorisation ? Je ne savais même pas de quoi ils me parlaient. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, valorisation. Donc, je leur dis, écoutez, et ça s'arrête là. Ils ferment la porte en disant, écoutez, vous reviendrez nous voir quand vous saurez c'est quoi la valorisation de votre boîte. Je retourne chez moi et puis je dis, je clique Google, c'est quoi vraiment ? Et puis en fait, je m'aperçois qu'ils voulaient savoir quelle était la valeur de ma boîte quand je venais les voir. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Et donc voilà, donc donc j'en ai vu des comme ça. Et puis un jour, donc, on gagne en 2007 quasiment tous les prix de la création d'entreprises en France. J'ai même eu l'honneur en fait, d'avoir un prix qui a été remis par Bill Gates en fait, à Paris au Palais des Congrès. Et puis en fait, je gagne le Grand Prix du Sénat en sciences de la vie. Donc à côté d'un grand monsieur, d'un grand scientifique, et c'est marrant parce qu'il était tellement vexé qu'il est parti. Et moi je gagne ce prix, et puis j'avais le droit d'aller faire une communication à l'ESSEC, grande école de commerce. Et en fait, donc je fais mon topo, et puis là ils me challenge, ils me disent ouais c'est vachement bien, etc. Mais tu veux monter l'Everest, là, tu veux faire un substitut sanguin, tu sais qu'on est en crise des subprimes, tu trouveras 0 investisseur pour faire ça. Les Américains, ils ont mis 300, 400, 500, 600 millions de dollars, ils se sont plantés. Pourquoi, toi, avec ton verre, tu vas réussir ? Et donc, ils me disent, mais tu n'as pas une application. Ce n'est pas une application que tu as. Tu as un produit. Alors, je leur dis, mais non, ce n'est pas un produit, c'est une application. Moi, je veux faire du sang. Et ils me disent, non, réfléchis. C'est un transporteur d'oxygène
Oui, c'est un transporteur d'oxygène. Donc un transporteur d'oxygène, c'est pas forcément du sang. Et donc là, je commence à réfléchir, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Et puis après, je me dis, mais ils ont raison. En fait, finalement, un transporteur d'oxygène, on peut oxygéner une cellule, on peut oxygéner un tissu, on peut oxygéner un organe, on peut oxygéner une personne dans sa totalité. Et je commençais à me dire, je vais commencer en fait à décliner mon innovation en application autour de la culture cellulaire, autour de la transplantation d'organes, autour de la cicatrisation, autour de l'oncologie, autour de la transfusion sanguine. Et là, quand je remonte en fait ces documents en fait aux investisseurs, Eureka, ils voulaient investir. Tout simplement parce que, et moi je partais fâché de ces réunions en disant ils n'ont rien compris, c'est des gros nuls. Et puis en fait finalement je me suis dit ah ok, non, ils n'ont pas compris la façon dont je leur parlais. Et donc je leur ai proposé un autre business plan. Et là ils ont tous adhéré en fait. C'était la même chose, j'avais rien changé, sauf que j'avais pensé dans un autre angle de la façon de leur présenter les choses. Et juste aussi, si vous me permettez, une petite histoire. Alors ça, c'était un truc qui m'a fait rire, pas tout de suite, mais qui m'a fait rire après. Donc je présentais un business plan. Un business plan, vous savez ce que c'est? C'est les entrées, les sorties et combien vous allez gagner à la fin. Je présentais ça et puis il y avait un investisseur qui dit « Oh non, là ça va pas. Non, sur cette ligne, ça va pas, là ça va pas. » Alors je lui dis « Pourquoi ça va pas ?»« Non mais tu as vu, le chiffre là, il est trop faible, ça va pas. » Alors je change le chiffre en ligne. Il me dit « Ah ouais, mais là, c'est vachement mieux, là, c'est vachement mieux. » Donc là, OK, on y va. OK, c'est juste un chiffre sur un tableau Excel qui les faisait vibrer, quoi. Et donc, j'ai compris. En fait, je suis rentré dans leur monde et j'ai compris, en fait, comment ces personnes fonctionnaient. C'était pas mon monde, mais j'ai compris, en fait, comment ils avançaient, comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qui les rendait heureux. Changer un signe, un chiffre dans un tableur Excel, ils étaient super heureux. Donc voilà, j'ai avancé comme ça en apprenant. Donc voilà, donc l'histoire du substitut sanguin qui a donné la transplantation d'organes, la transfusion, la drépanocytose, la cicatrisation, c'est grâce en fait à une discussion d'un gars qui m'a dit « T'as pas une application, t'as un produit ». Alors, après 15 ans de recherche et développement au cours desquels vous aurez déposé 63 brevets, c'est finalement en 2022 que vous obtenez la première autorisation de mise sur le marché européen de votre transporteur d'oxygène Hemo2Life, donc celui qui a servi pour la greffe dont on parlait au tout début de la rencontre. Aujourd'hui, il y a plusieurs applications différentes qui sont développées par Emarina, de la molécule M101, dans le domaine médical, aussi dans l'agroalimentaire. C'est que le début. De nombreuses autres applications pourraient voir le jour. Alors jusqu'à où cette découverte pourra nous mener selon vous? Qu'est-ce qui existe déjà et pourrait exister? Alors, ce que je vais vous dire, c'est, je pense que dans cette salle-là, tout le monde sera mort. Moi, je serai mort aussi. On continuera à développer des applications autour de cette molécule. Tout simplement parce qu'on a trouvé quelque chose qui est au centre de tous les processus de la vie. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a deux choses qui vous permettent de vivre. Je suppose que vous avez pris votre déjeuner ce midi, mais vous auriez pu dire « je vais déjeuner demain ». Ce n'est pas ça qui vous aurait tué. On peut passer un repas. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez dire « je vais faire demain », c'est respirer. On peut faire une expérience dans cette salle. On va arrêter de respirer pendant une demi-heure. Je pense qu'on est tous au sol. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Et en fait, cette molécule répond à tous les processus qui ont drivé la vie, donc qui sont basés sur la respiration. Si on refait en fait une carte assez rapide en fait, de l'évolution, la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années. Très très vite, en fait, il y a eu les cyanobactéries qui ont commencé à produire de l'oxygène. Quand l'oxygène a été produit, très très vite, il y a une protéine qui s'est mise en place, c'est l'hémoglobine. On trouve des hémoglobines dans des bactéries. On trouve des hémoglobines après chez des végétaux, dans le génome. Et puis finalement, en fait, l'oxygène qui a été produit par les cyanobactéries a commencé à saturer l'océan. L'océan, il n'était pas bleu comme on le connaît aujourd'hui. Vous imaginez, c'était des océans tout rouges. Pourquoi c'était rouge? Parce que c'était très riche en fer. Et en fait, l'oxygène qui a été libéré par ces cyanobactéries s'est combiné au fer, qui a précipité en fait, le fer dans les océans. Et il y a 2,4 milliards d'années, l'oxygène a commencé à être libéré dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on est à 21% d'oxygène dans l'atmosphère, avec une pression partielle de 160 mm de mercure. Mais tout ça, ça ne s'est pas fait comme un interrupteur que j'allume et que j'éteins. Ça a été complètement graduel, en fait, pour arriver aujourd'hui à 21% d'oxygène.
Et donc, il y a eu deux mondes. Le monde anoxique, où il n'y avait pas besoin d'oxygène, c'est avant la photosynthèse, et le monde oxique, qui est venu avec l'oxygène. Et en fait, cette molécule qui est un transporteur... Pourquoi cette molécule est née? Parce que cette molécule d'hémoglobine, ce n'est pas uniquement une molécule qui transporte l'oxygène. C'est une molécule qui bloque l'aspect toxique de l'oxygène. Juste pour vous donner une idée, l'oxygène, c'est bien, mais c'est super toxique, très toxique. Si vous voyez dans cette pièce-là, on est dans cette pièce, je ferme toutes les portes, on est à 21% d'oxygène. Je mets 100% d'oxygène dans la pièce, on meurt tous en moins de 100 heures. Parce que l'oxygène, ça crée ce qu'on appelle des radicaux libres, qui vont créer des stress oxydants, qui vont détruire vos membranes, vos cellules, votre ADN, etc. Et c'est extrêmement toxique. C'est pour ça, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de mettre un saturomètre sur votre doigt. En fait, on va regarder la saturation d'oxygène en fait, au niveau de vos transporteurs d'oxygène. En fait, 98% de l'oxygène dans votre corps est lié à une hémoglobine. Seulement 2% d'oxygène est dissous dans votre système circulatoire. Pourquoi c'est lié à un transporteur d'oxygène? Pour détoxifier la toxicité de l'oxygène. Et donc, en fait, pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que toute la vie qui est drivée sur Terre, depuis 3,8 milliards d'années, est drivée par un binôme qui s'appelle l'oxygène et qui s'appelle l'hémoglobine. Tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous est drivé par ces deux éléments. La nourriture, c'est bien, mais encore une fois, on peut passer un repas. Puis souvent, on a des réserves. Et donc, à un moment donné, en fait, par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas passer à côté, c'est vraiment l'oxygène. Juste pour vous donner aussi quelque chose qui est aussi important, je ne sais pas, donc, au niveau du Covid, vous vous souvenez, en fait, des personnes sont arrivées dans les réas, on disait, ils ne peuvent plus respirer. Donc ils sont en hypoxie. Donc au lieu d'avoir 98% de saturation, on descendait à 85, voire 88. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait dans ces cas-là quand les personnes n'étaient pas comorbides? On disait, il faut les intuber. Donc vous vous souvenez ça? En fait, on intubait les patients, puis on les mettait sur le dos, on les mettait sur le ventre, etc. Mais quand on a fait ça, et maintenant c'est connu, il y a plein de papiers scientifiques, on a tué des gens. Tout simplement parce que quand vous injectez de l'oxygène pur, ou quand vous êtes au-dessus de 21% d'oxygène, vous brûlez les alvéoles pulmonaires. Et en fait, mais ça c'est connu. En fait, l'oxygène est toxique si ce n'est pas lié à un transporteur d'oxygène. Donc pour répondre à votre question, en fait, c'est sans fin. Sans fin. Parce qu'en fait, tout ce qui est vivant dépend de ce binôme transporteur d'oxygène-oxygène. Alors, merci beaucoup. Franck Zal, peut-être que des personnes dans le public ont des questions à poser. Vous savez, à propos là, du Covid et à propos de l'anecdote que vous venez de citer, vous vous étiez positionné et je me souviens que vous avez eu des réponses presque méprisantes en disant « mais vous avez raté une expérience sur les porcs, donc vous ne pouvez pas continuer ». Enfin, je résume, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors ça, c'est très... En fait, c'est un chapitre du bouquin, donc je raconte tout ça. Alors... on va revenir, alors j'espère qu'on n'aura jamais plus à subir tout ça, mais on est en février 2020. Donc février 2020. Donc moi j'ai des coups de téléphone en fait des gens que je connais en fait dans le domaine médical, notamment le professeur Lantieri m'appelle en me disant on a eu une cellule de crise. La France va être en blocus, en fait, on va mettre tout le monde en confinement à partir de lundi ou mardi. On voit arriver des gens mais qui sont en hypoxie. On n'a pas assez de respirateurs. On ne pourra pas les sauver. Est-ce que tu veux aider avec ta molécule? Encore une fois, comme avec le visage, la face. Et donc, on vous parle, je sais pas vous, on vous parle de milliers de morts, de centaines de milliers de morts. Le réflexe, c'est oui. Oui, je vais aider. Et donc, en fait, on se met en ordre de bataille en fait, pour créer en fait, un essai clinique. Donc, l'essai clinique s'appelle Monaco. Et puis, en fait, on travaille d'arrache-pied jour et nuit pour être vraiment au taquet, en fait, pour pouvoir en fait, amener cette molécule très, très vite. Alors, on se bat, on a les autorisations de l'ANSM, et là, c'est incroyable. Et là, je peux vous dire que les autorités sanitaires, mais c'était le top du top. Je pouvais les appeler à 2h du matin, 3h du matin. Il y avait quelqu'un au téléphone. J'adorais travailler comme ça. J'adorais. Et j'aimerais bien qu'on continue à travailler comme ça avec les autorités sanitaires. Là, il y avait
tout le monde, tout le temps, en permanence. Donc en fait, on travaillait, on dormait très peu, on travaillait. Et puis on a toutes les autorisations. Donc autorisation d'essai clinique, Monaco. Le monsieur, vous savez, qui était en costume noir, qui venait dire le nombre de morts qu'il y avait tous les soirs, annonce notre essai clinique en fait à la télé. Je crois qu'il s'appelait Salomon. Et donc, en fait, on est super content. On a les autorisations du protection des patients. Et en parallèle, il y a un bras de force qui est en train de se mettre en place et qui m'a scotché. C'est-à-dire que je travaille avec l'AP-HP. Et il y a un monsieur qu'on entend parler qui s'appelle Martin Hirsch, qui négocie avec nous, en fait, en disant, écoutez, on vous met à disposition des patients. Donc, nous, on veut des royalties si ça fonctionne. Pardon, mais on est en train de parler de crise sanitaire mondiale, les gens sont en train de mourir, et vous êtes en train de me parler, en fait, d'argent. Puis moi, je vous donne mon produit pour sauver les gens. Voilà, j'avais en stock, je ne sais plus, 3 ou 4 000 flacons, je vous les donne pour sauver les gens. Et là, vous êtes en train de me parler d'argent. Donc, en fait, et donc ça avance d'un pas. Et puis, ils veulent que je signe un papier qui est une clause, en fait, disant que si un de mes actionnaires veut vendre ses actions, il faut que je demande à l'AP-HP, qui peut potentiellement dire non. Donc, grosso modo, je donne les clés à l'AP-HP de Paris, de ma société que j'ai développée. Donc, bien évidemment, je dis non. Là, on est le 8 avril au soir. 8 avril au soir. Et puis en fait, à 19h05, j'ai un coup de téléphone en fait, de l'ANSM qui dit « Monsieur Zal, votre essai clinique est suspendu ». Mais suspendu, mais vous rigolez. On travaille depuis des mois, tout est prêt. On était à 30 000 morts en fait en France. Mais non, mais vous rigolez, c'est pas possible. Et là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous parler, mais bon, j'arrive à tirer quand même d'informations. On a reçu une lettre anonyme qui dit que vous avez tué des cochons il y a 11 ans. Je dis, vous savez, j'ai aussi tué des souris, des lapins, parce qu'on a fait des tests, etc. Mais non, c'est pas du tout ça. En fait, il n'y avait même pas la société qui était créée, c'était même pas le même produit, etc. Mais comment vous pouvez dire ça? Et donc le soir, j'écris, en fait, je dors pas, j'écris un rapport de 300 pages, en fait, et je donne tous les résultats à la NSM. Et le matin, il me dit, ouais, c'est bon, on peut continuer votre essai clinique. Et là, vous savez ce qui se passe? L'AP-HP, Martin Hirsch, fait une dépêche à AFP en disant qu'ils ne veulent plus travailler avec Emarina parce qu'on a tué des cochons il y a 11 ans. Donc là, c'était mort. Quand vous dites AFP, mais je ne sais pas si vous avez conscience. Moi, j'étais en conseil d'administration, je voyais tomber tous les articles de presse qu'on a tué des cochons autour du monde, quoi. Donc tout le monde entier savait qu'on avait tué des cochons il y a 11 ans. Et pour la petite histoire, on n'a pas tué de cochons. Hein, et donc ça arrive. Et puis après, souvenez-vous, je vais vous ramener à cette période, mais on est tous amnésiques, on veut tous oublier cette période. Est-ce que vous vous souvenez qu'après cette période, il y avait un monsieur pareil qui passait sur tous les plateaux de télévision, qui s'appelait Martin Hirsch, et qui disait que en fait, la PHP avait trouvé la solution au Covid. C'était une molécule qu'on appelle le tocilizumab. Je ne sais pas si ça... Et en fait, il y a eu des articles en fait, qui sont parus. Vous pouvez regarder, si je les cite en fait, dans mon bouquin. Et en fait, donc, ils passent sur toutes les télés en boucle. Vous vous souvenez à cette époque-là, et puis encore, mais ça tournait en boucle. Il y avait tous les médecins qui passaient sur les télés, dans les radios et tout. La PHP, Martin Hirsch, avait trouvé la solution. Très bien. On est le samedi de la semaine qui vient de se passer. Dépêche AFP, tout le conseil scientifique de la PHP démissionne, en disant Martin Hirsch, il débloque. On n'a pas suffisamment de données pour pouvoir dire qu'on peut sauver les vies. Et donc là, un tour de passe-passe, alors je ne sais pas comment ils font. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque-là? Et en fait, le lundi matin, un truc négatif, ça devient un truc positif. Ah, mais c'est pas grave, le conseil scientifique, de toute façon, maintenant on va faire un conseil scientifique international, puis voilà, et puis hop, je t'emballe ça, et puis c'est fini. Plus personne n'en a entendu parler. Et donc, depuis, juste pour vous dire, c'est que depuis, bien évidemment, j'ai déposé des plaintes. J'ai identifié des personnes qui avaient envoyé des lettres anonymes. Je ne peux pas trop en parler parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Un juge d'instruction est nommé. Et j'espère qu'un jour, on saura pourquoi, pour quelles raisons
on a envoyé ces lettres anonymes qui ont potentiellement tué des centaines de milliers de vies. Et je peux vous dire qu'après cette époque, j'avais en fait énormément de coups de téléphone. Je peux vous dire, c'est terrible. Vous aviez des personnes, mon épouse va mourir, est-ce que je signe tous les papiers que vous voulez pour rentrer dans un essai clinique? Donc moi, je disais à l'ANSM, vous me rendez compte, la dame là, on ne peut pas ça? Non. Ok, non, la dame est morte. Et donc il y a eu plein de gens comme ça qui sont morts. Alors, je ne sais pas si ça aurait pu marcher. C'est un essai clinique, mais on n'a même pas essayé, alors que tout était prêt pour pouvoir essayer. Et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Tout le temps. Ça a vraiment marqué en fait mon chemin. Et donc, je me suis dit, OK, dans le monde académique, c'est comme ça, mais de l'autre côté, c'est comme ça aussi. Les big pharma, vous savez, ils ne font pas de cadeaux non plus. Et puis, le tocilizumab, c'était beaucoup d'argent sur la table. Beaucoup d'argent ont été donnés sur la table. Et moi, je me suis toujours posé la question, mais vous imaginez, quand vous allez dans des hôpitaux et que vous dites, je suis d'accord pour participer à un essai clinique, mais c'est scandaleux, parce que non seulement l'hôpital, vous payez pour la sécurité sociale, donc vous êtes pris en charge par la sécurité sociale, mais l'hôpital gagne de l'argent sur votre dos. En fait, elle facture votre participation à un essai clinique au laboratoire pharmaceutique qui a besoin de vous pour aller tester un médicament. Un patient, je ne sais pas si vous avez cette notion, un patient dans un essai clinique sur le cancer, on facture 25 000 € pour collecter toutes les données du patient en fait, qui vont donner en fait, une autorisation potentiellement de mise sur le marché d'un produit. Donc, en fait, on est tous de la marchandise. Et ça, j'ai été en fait, j'ai été outré de tout ça. Ça m'a donné envie de vomir, en fait. Et là, on parlait vraiment de centaines de milliers de morts, en fait. Et donc, c'était horrible pour moi. Et donc après, je téléphonais. Donc Toulouse a voulu faire en fait l'essai. Strasbourg à un moment donné. Mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait? On téléphonait à la paix. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Non, mais ils ont tué des cochons il y a 11 ans. Et donc, et tout ça, ça se passait derrière notre dos. Donc, on n'a pas pu faire cet essai et ça sera le regret en fait, pendant cette période de Covid. On le fera, on le refera, on le refera. Mais j'espère pas pour le Covid, mais pour le syndrome de déficience respiratoire aiguë. Ouais. Moi, j'aurais une question justement sur l'éthique, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'éthique et puis parfois, sans savoir trop bien ce que c'est, surtout quand on en parle à la télévision. Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est important pour vous, et vous pensez qu'il faut en tenir compte dans les recherches scientifiques, même si on dit que parfois l'éthique peut être contre le progrès? Bien évidemment, en fait, aujourd'hui, bien évidemment, aujourd'hui, il y a la loi Jardin, en fait, qui va driver en fait les essais cliniques. Mais il y a quelque chose qui pour moi est incompréhensible. Bien sûr, l'éthique. Mais quand je vais vous raconter une autre histoire, et vous allez me dire si c'est éthique ou pas éthique, mais c'est ce que j'ai vécu. En fait, un médecin m'appelle, je suis dans le TGV, et il m'envoie une photo. Il me dit, voilà, il y a une jeune fille, 20 ans, elle a voulu coller des faux ongles en fait, sur sa main, et il lui a pris la bonne idée d'utiliser de la cyanolite. Cyanolite sur le pot, ça fait du 90 degrés. Donc elle avait les 3 doigts là, nécrosés, noirs. Donc il me dit, je vais lui couper, je suis obligé de lui couper les doigts. J'ai pas de solution. Et je lui dis, non, attends, nous on a un pansement qui s'appelle Emiling, on n'a jamais testé en fait sur ce genre de plaie. Et il me dit, écoute, de toute façon, moi je vais lui couper les doigts, donc si tu as des autorisations, je peux essayer. C'était pas encore autorisé, vous comprenez ce que je veux dire? Et donc là, j'appelle l'ANSM et je dis à l'ANSM, écoutez, voilà, il y a une jeune fille, voilà, 20 ans, moi j'ai un pansement, on a déjà fait des choses sur des tests in vitro, sur des animaux de laboratoire, ça fonctionne, etc. Et l'ANSM me dit, non. Je lui dis, attendez. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous me dites non, on va lui couper les doigts. Ben, qu'on lui coupe les doigts. Alors, je leur dis, écoutez, vous vous rendez compte, elle a 20 ans. Elle a toute sa vie devant elle. Elle faisait de l'escalade. On ne va pas lui couper ses doigts. Ce n'est pas notre problème. On peut lui couper les doigts. Et donc là, je dis en fait, OK, là, ce n'est pas possible. Vous allez m'écrire. Voilà le numéro du médecin.
voilà, vous allez écrire à la patiente que vous, autorité sanitaire, vous dites officiellement qu'on lui coupe les doigts. Et là, ils me disent non. Ah, ok. Donc, vous voulez lui couper les doigts, mais vous ne voulez pas dire que vous voulez lui couper les doigts. Donc, on va essayer de la soigner. Et là, ils me disent bon, d'accord. Et donc, on envoie en fait les pansements en fait, à l'hôpital. On lui a sauvé la main. Elle a tous ses doigts, même la houppe phalangienne où le doigt était le plus atteint à repousser. On lui a sauvé la main. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'éthique administrative rentrée dans des formulaires et à un moment donné, vous vous retrouvez devant un cas. Qu'est-ce que vous faites? Alors, éthiquement, est-ce que c'était éthique ou pas de prendre ce pansement qui n'est pas enregistré? Qui va faire un essai sur une jeune fille qui se colle des faux ongles avec de la glu? Personne. Personne. Et donc, vous allez voir, grâce à ça, à un moment donné, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on était il y a 1 an. Vous avez peut-être lu ça dans la presse. On est le 14 juillet 2023. Là, j'ai un coup de téléphone en fait, du CHU de Nantes qui m'appelle. Monsieur Zal, on a un grand brûlé. Ça fait la une de la presse. En fait, il y a plein d'articles. Si vous faites ça, vous allez voir. C'est un monsieur qui avait 33 ans, qui était en train de bricoler dans son bateau. Il bricolait dans son moteur et puis en fait, il a explosé dans son bateau parce qu'il a joué avec la gazinière. Et donc, il a explosé dans son bateau. Il est brûlé à 85%. Donc, 85%. Il a 33 ans. Donc, il y a une règle en fait pour les grands brûlés, c'est la surface de peau brûlée plus l'âge. Si ça dépasse 100, c'est fini. Donc, il convoque la famille en disant préparez les obsèques. De toute façon, nous, on ne peut plus rien faire pour lui. La jeune fille, il était en fait son ami avait entendu parler de ce qu'on avait fait. Et elle dit je veux le pansement du ver marin. Et donc voilà, elle met la pression avec l'équipe. Et donc là, 85% brûlé. Donc tout le monde disait que c'était pas possible. Il sort de l'hôpital avec de la peau néoformée, quasiment de la peau de bébé. 3 mois après, sur ses 2 jambes. Là, il va se marier. Et donc personne n'avait fait ça. Mais c'était une question de vie ou de mort. Comment vous gérez en fait ces problèmes d'éthique dans ces cas-là? Tout n'est pas écrit, en fait, tout n'est pas prévisible. À un moment donné, vous avez une vie devant vous, vous avez une personne devant vous. Vous comprenez ça? Et donc là, je sais que quelqu'un dans la salle m'a interpellé pour des plaies du diabétique. Une fois, en fait, il y a une dame, un médecin qui m'appelle. J'ai une personne de 73 ans, elle a le pied du diabétique. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le pied du diabétique. C'est terrible. Parce qu'en fait, c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Et généralement, ça se termine par des amputations. Et on me dit, elle a 73 ans, elle est sous morphine, mais elle va mourir avec sa plaie. Hein. Je dis, mais comment vous pouvez dire ça? Comment 73 ans, où la vie est finie là? Donc, elle souffre, on va la soigner. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, je prends mon téléphone. À chaque fois, je me bats parce qu'il y a une vie, il y a un patient, il y a quelqu'un devant moi. Et mon moteur à moi, je ne sais pas si vous l'avez compris dans cet échange, moi, ma passion, c'est de sauver des vies. C'est vraiment d'apporter cette techno à tout le monde, à l'humanité. Vous savez, on a tous un certain âge dans cette pièce, mais vous avez entre l'alpha et l'oméga, vous naissez et vous mourrez. Je pense que sur ce chemin-là, on a tous quelque chose à faire pour la société. Moi, si demain, je peux amener une molécule qui sera comme la pénicilline et qui sauverait des millions, voire des centaines de millions de vies sur la planète, j'aurais fait mon boulot en fait d'humain. Et donc, voilà, après, l'éthique, les formulaires, l'administration... et il résonne toujours comme ça. Par exemple, dans la médecine, vous avez tous entendu parler de l'essai en double aveugle randomisé. Mais imaginez-vous comment je fais ça. Madame, vous allez me donner votre visage, je vais vous donner le mien. Mais est-ce que mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire en randomisé en double aveugle. C'est impossible. Quasiment toute la chirurgie, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avance pas? Qu'on ne fait pas avancer la médecine? Mais moi, je ne peux pas faire ça. Donc, moi, je me bats à chaque fois avec tous les médecins qui veulent se battre à mes côtés pour faire avancer la médecine. Et il y a, avec cette limite du principe de précaution qui prend une place très importante. Bien sûr, parce que le principe de alors, on ne peut pas trop en vouloir. Alors, moi, je fais aussi mon analyse. Je me dis, en fait, cette dame qui m'a dit non, qu'il fallait lui couper les doigts,
Je me suis dit, mais si ça se trouve, elle est formatée. À un moment donné, vous savez, il y a eu les prothèses PIP, le Mediator, le sang contaminé. Donc, et puis, vous savez, la NSM a été condamnée. Donc, en fait, une personne qui dit, waouh, si je signe ce truc-là et que finalement, il se passe quelque chose, je préfère dire non, parce qu'au moins, j'aurais rien fait. Et puis, du couper les doigts, c'est pas de ma faute. Vous comprenez ça? C'est repousser en fait la responsabilité. Mais en faisant ça, on ne fait pas avancer la société. Et en fait, aujourd'hui, le principe de précaution qui drive notre vie, c'est devenu la précaution par principe. Et vous ne faites rien en fait par précaution, par principe. Et par exemple, il y a quelques semaines, je me suis baladé à Paris, je suis allé au Conseil constitutionnel. Il y a une boutique en bas qui vend des goodies. Ils vendent des parapluies principe de précaution. Vous voyez ce que ça veut dire? Principe de précaution, parapluie. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, j'aurais honte en fait de vendre des parapluies marqués principe de précaution. Et en fait, c'est devenu ça partout. Par exemple, le principe de précaution mis en œuvre dans sa plus grande globalité. Est-ce que vous vous souvenez du crash de la Germanwings? Vous vous souvenez? Comment ça s'est passé? En fait, on a mis depuis les attentats, le 9/11, on a mis entre le cockpit et l'avion une porte blindée pour que les terroristes ne rentrent pas en fait dans le cockpit. On a mis une porte blindée. Très bien. Sauf qu'on n'avait pas prévu dans le principe de précaution que le pilote pouvait avoir envie d'aller uriner et que le copilote voulait se suicider. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le pilote est sorti, le copilote a fermé la porte de l'intérieur et personne ne pouvait rentrer. C'était un bon principe. On ne voulait pas qu'il y ait de terroristes en fait, qui rentrent dans le cockpit. Mais vous voyez où ça a conduit? À un crash d'avion parce qu'on n'avait pas prévu que le gars avait envie d'aller pisser. Et donc, tout ça, c'est tout comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, arrêtons de vendre des cordes. On peut se pendre. Hein. Arrêtons de vendre des voitures. On peut se tuer sur la route. Mais ça va s'arrêter où, en fait? La vie finit par la mort. Donc, à un moment donné, il faut garder ça à l'esprit. Et c'est pas tabou d'en parler, en fait. On va tous mourir. C'est marqué quand on est. Alors, c'est pas fun, surtout un vendredi soir. Mais c'est la réalité, quoi. Il y a plusieurs produits. Donc, un produit pour la cicatrisation qui s'appelle M-Healing. C'est un pansement. Alors, c'est sous forme de gel. C'est un gel dans lequel, en fait, il y a 3 composés. Donc, de l'acide hyaluronique, qui est super connu, qui est utilisé probablement en cosméto. C'est un des produits les plus utilisés. Un additif qui est le xanthane pour avoir une sorte de texture. Et la molécule M101, donc de l'arénicole. Quand vous mettez ça, en fait, sur la peau, c'est comme si vous drainez une plus grande pression partielle d'oxygène, puisque la molécule va capter énormément d'oxygène qu'il y a dans l'air et va l'amener juste sur une surface où vous avez mis le pansement. Et donc, c'est comme une sorte de mini caisson hyperbare, mais biologique, sur une partie de la plaie. Aujourd'hui, on a traité une trentaine de patients qui devaient soit être amputés, soit mourir parce qu'ils étaient grands brûlés, soit des carcinomes parce qu'on a retiré des cancers au niveau du scalp. Donc voilà, aujourd'hui, c'est utilisé en compassionnel. Ça veut dire quoi? Et donc ça veut dire que si vous avez... Alors, on me dit que je n'ai pas le droit de dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire quand même. C'est que si vous avez des problèmes de plaie, ou que vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de plaie, qui n'est pas cicatrisable, ou qu'on a tout essayé et qu'on n'arrive pas, il suffit d'en parler à votre médecin ou à son médecin. Et en fait, il y a toute une procédure qu'on appelle l'usage compassionnel. Au moment, en fait, le temps que ça soit enregistré, il y a une procédure qui est sur le site de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui s'appelle E-Saturne. Donc, votre médecin doit être sur la plateforme. Il inscrit son code de prescripteur. Il décrit pourquoi il veut le produit. Et à partir de là, l'ANSM va juger, va sûrement poser des questions, mais vous êtes sûr que vous avez tout utilisé? Vous êtes vraiment sûr? Vous ne pouvez pas utiliser un pansement comme ça? Et puis si le médecin dit non, non, j'ai tout utilisé, il aura l'autorisation et nous, on pourra adresser le pansement au médecin qui pourra l'appliquer en fait sur le patient. Dans les hôpitaux, en HAD, etc. Donc, alors, je disais toujours, je ne sais pas s'il y a des médecins dans cette salle, mais il y a 2 types de médecins. Il y a les médecins qui vont prescrire, qui ne vont pas être au taquet de l'innovation. Donc, ça se trouve, ils ne savent même pas qu'on a ce pansement-là. Et il y a des médecins qui sont au taquet de l'innovation, qui veulent tout ce qui est nouveau, et là, qui vont se lancer, bien sûr, que je veux tester, je veux avancer, etc. etc.
Je ne dis pas qu'on va sauver toutes les plaies, toutes les amputations, etc. Mais j'ai vu de mes yeux, en fait, donc des choses qui étaient impossibles. Impossible. La personne dont je vous dis, en fait, le grand brûlé, mais c'était impossible. Au point qu'aujourd'hui, quand le médecin qui a soigné ce patient va en fait présenter ça dans des congrès qu'on appelle des congrès de brûlologie, mais on dit que c'est impossible encore. Il voit, mais dans les articles scientifiques, on dit qu'au bout de X jours, on doit faire une greffe de peau. Là, il n'y a même pas eu besoin de greffe de peau. Donc ça casse les protocoles, ça casse les dogmes. Donc on ne vous croit pas. Effectivement, quand on entend tout ça, on est confronté à une réelle incompétence qui est criminelle. Oui, mais en fait, moi, je ne leur en veux pas forcément tout le temps parce qu'en fait, grosso modo, c'est des administratifs. Donc, eux, en fait, vous avez un papier comme ça, c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas marqué 6. Donc, eux, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça n'existe pas. Et donc, en fait, au lieu de dire, en fait, 6, ça n'existe pas, mais on va faire un papier à 6 chiffres, ils font le truc qu'on leur dit. Ça, c'est la loi. La loi dit c'est 5. La loi dit c'est pas 6. Donc, ils disent, moi, j'applique la loi. La loi, c'est 5. Donc, 6, c'est pas bon. Donc, en fait, d'un point de vue juridique, d'un point de vue, ils ont raison. Sauf qu'en faisant ça, on n'avance jamais. On n'avance jamais. Et donc, en fait, le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait leur donner la liberté à un moment donné, puis leur dire que c'est bien. Ils ne font pas que des choses mal. À un moment donné, en fait, on leur tape dessus tout le temps. Mais il faut dire des choses. Quand ils m'ont donné l'autorisation pour sauver le grand brûlé, le gars, il est sauvé, il va se marier, etc. Donc, ils ont fait quelque chose de bien. Moi, je leur dis à chaque fois, mais vous vous rendez compte, votre prise de décision, ça a permis de sauver la main de cette jeune fille. Ça a permis de sauver ce grand brûlé. C'est vachement bien ce que vous avez fait. Donc, quand je peux, je leur dis que c'est bien. Je leur dis souvent que c'est mal. Mais en fait, c'est parce que ça dépend où on est situé. En fait, eux, ils se couvrent par la loi. Et vous ne pouvez pas dire que c'est mal parce que, grosso modo, le texte de loi, il dit que c'est 5 et pas 6. Donc, in fine, ce qui en pâtit, c'est nous. Mais c'est à vous aussi. Moi, je vous ai téléphoné à votre... c'est à chacun d'entre nous de faire remonter ça. C'est à chacun d'entre nous de dire que ce n'est pas normal. Moi, ce que j'attends en fait de cette réunion après, c'est que vous partiez avec l'histoire du ver marin et que vous dites, tiens, il y a un gars là qui m'a parlé de cicatrisation, de transplantation, etc. Ça existe. Et que vous en parliez à vos médecins, à vos amis, à votre famille, etc. Et qu'on ne peut plus dire, je ne savais pas. Aujourd'hui, vous êtes je ne sais pas combien dans la salle, mais vous imaginez si vous en parlez à 2 personnes et que toutes ces personnes en parlent encore à 2 personnes. Mais tout le monde va être au courant de ça. Et nos politiques qui font le numéro 5... ils vont peut-être un jour faire le numéro 6. Mais c'est notre boulot à nous, en fait, d'avancer. C'est un boulot de société. On est tous des acteurs de notre vie, on est tous des acteurs de notre société. Vous êtes un scientifique, mais vos financiers, ils ont besoin d'un retour sur investissement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, c'est juste pour vous dire, donc, on a levé des dizaines de millions d'euros. Et donc aujourd'hui, on voudrait en fait que ce produit-là serve tout le monde. Et vous avez raison, ils ne sont pas contre leurs propres intérêts. Ils veulent qu'on vende, ils veulent qu'on fasse du chiffre d'affaires, etc. Sauf qu'on disait en préambule que les sociétés comme nous, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous avez vu, en fait, au démarrage, c'est un verre sur la plage. Un verre sur la plage, vous avez marché dessus. Et donc aujourd'hui, la société est valorisée plus du milliard. D'accord ? Au démarrage, ça ne coûtait rien et maintenant, c'est 1 milliard. Et donc, en fait, à un moment donné, ce qu'on fait, c'est que ça s'appelle justement la valorisation de société. Donc, en fait, aujourd'hui, la société est valorisée plus du milliard. Moi, je n'ai pas 1 milliard dans ma poche. C'est juste de la spéculation financière sur combien ça peut coûter. Et donc, à côté de ça, ce que je compte bien maintenant, c'est que qu'on me donne les autorisations. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas d'argent en fait, à l'État, etc. Je demande juste qu'elle soit un peu pragmatique et qu'elle me dise votre produit, on a vu ce que ça fait, on va vous aider pour l'enregistrer et vous allez sauver tous les gens qui ont des plaies, vous allez mettre ça dans tous les transplants d'organes. Vous imaginez, l'autre fois, j'ai vu une maman qui avait en fait donné le cœur de son enfant qui a eu un accident pour en fait faire une transplantation à un autre enfant. Elle a donné un cœur. Le cœur de son enfant, il a été à la poubelle. Il a été à la poubelle parce que, en fait, les solutions de préservation n'étaient pas adaptées pour pouvoir le transplanter. Mais vous imaginez
Une maman qui donne le cœur de son enfant qui va à la poubelle. Alors, c'est pour tout ce qui est ischémique, en fait, c'est pour tout ce qui est... Alors, ischémique, c'est quoi? C'est les problèmes de circulation sanguine. Donc, en fait, vous avez un AVC, donc c'est un thrombus qui va bloquer la circulation au niveau cérébral, l'infarctus du myocarde, la drépanocytose, tout ce qui est des problèmes de transport à travers un thrombus. La molécule, en fait, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge et 40 fois plus oxygénante. Donc, elle peut aller circuler dans ces thrombus et aller délivrer, en fait, de l'oxygène de l'autre côté. Donc oui, et aujourd'hui, on est capable de faire, vous imaginez ça, on est capable de faire du sang en poudre. Aujourd'hui, quand vous donnez votre sang, la poche de sang, c'est 42 jours à 4 degrés avec un typage sanguin, d'accord? Nous, c'est 5 ans à température ambiante, sans typage sanguin. On révolutionne le monde du sang, en fait. On peut faire des stocks, je vous ai parlé de 100 millions de litres de sang, on peut faire des stocks de produits sanguins qui sont stockés à température ambiante. Et vous savez, en fait, ça c'est extrêmement important parce que quand il y a eu en fait le 9/11, vous savez, le 11 septembre, donc les avions qui vont se cracher dans les tours, 6000 blessés, 3000 morts. 6000 blessés, 3000 morts. Mais qui sait traiter ça? On ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait de la médecine de guerre. Vous avez entendu ça? Médecine de guerre, c'est quoi? Bon, les morts, ils sont morts, mais les blessés, on va les trier. Ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Ceux qui ne parlent pas, c'est les plus urgents. Ceux qui parlent, c'est les moins urgents. Sauf que moi, j'étais à Paris quand il y a eu les attentats du Bataclan. On était en plein centre de Paris. D'accord? Plein centre de Paris, à quelques centaines de mètres, peut-être 500 mètres des hôpitaux. On a appliqué la médecine de guerre. Il y a des gens qui sont morts parce qu'on peut très bien parler avoir une hémorragie interne. Donc ce produit-là, et on ne peut pas transfuser, en fait, on ne peut pas amener des camions de produits sanguins à l'extérieur sur ces lieux d'attentats, parce que, encore une fois, il y a le problème de typage, il y a le problème de chaîne du froid, etc. Imaginez-vous demain des camions remplis de cette hémoglobine en poudre, où on pourrait avoir sous le coude en fait, ces molécules que l'on rend en fait, viables en mettant juste de l'eau PPI, de l'eau pharmaceutique. Mais c'est une révolution. Et comme toute révolution, des fois, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais voilà. Je tenais à vous remercier. Merci à vous et merci beaucoup pour toutes vos questions, votre temps. Merci à vous.